Non, ce matin, non. Si j'étais là, c'est qui là? Bonjour et bienvenue à l'équipe de The Search pour cette conférence de presse. Je vous présente les gens qui sont derrière cette table. Tout au bout de la table, à côté de la traductrice, Abdul Kalim Mamatsuyev et Zoukra Douchvili, qui sont deux acteurs tchétchènes qui font leur premier pas au cinéma et donc leur premier pas à Cannes, bien sûr. À côté de moi, le producteur Thomas Langman, qui revient à Cannes après The Artist, film dont il est inutile de dire qu'il a remporté une centaine de récompenses dans le monde, dont un prix d'interprétation à Cannes. À ses côtés, après la traductrice, l'acteur russe Maxime Emelianov, qui a fait l'Institut du théâtre en Russie. Et au centre de la table, vous avez bien évidemment Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius. Bérénice qui a gagné à Cannes l'an dernier le prix d'interprétation pour Le Passé, à qui The Artist a valu le César de la meilleure actrice. Et Michel Hazanavicius qui revient en compétition avec The Search après The Artist et qui a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, le César du meilleur réalisateur, et j'en passe. Michel, bonjour. La première question est forcément pour vous. Jusque-là, dans vos films, tout était là, la distance, l'ironie, les clins d'œil, les références, pour montrer aux spectateurs qu'on était au cinéma. Et cette fois-ci, au contraire, on est au plus près de la vérité, au plus près de l'authenticité. Est-ce que c'était simple pour vous de changer non seulement de registre à ce point, mais presque de changer votre regard et votre manière de faire du cinéma ? Non, la question, est-ce que c'était simple? Non, c'était pas simple. Mais comme toujours, j'ai jamais eu l'impression de faire des films simples. Par contre, c'est toujours des films qui sont nés d'un désir très fort. Et à partir du moment où vous avez un désir très fort, les complications ou les contraintes que propose le sujet deviennent des éléments avec lesquels vous travaillez, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aime ça, comme en tant que réalisateur. J'aime bien me créer des cadres dans lesquels j'essaye de fabriquer le film. Là, en l'occurrence, le désir de ce film, il est multiple. Mais je dirais que la raison principale, c'était de raconter cette histoire que finalement peu de gens ont racontée. Elle a été racontée par des journalistes de manière dans un cadre précis qui est celui du journaliste de l'actualité justement, et donc avec une durée de vie qui est finalement assez limitée. Et à un moment donné, on tombe dans l'oubli. Voilà, c'est le jeu de l'actualité. Je trouvais intéressant de faire un film et d'essayer d'être au plus près de l'humain, en fait, au plus près d'avoir un rapport émotionnel à cette guerre. Et donc voilà, donc effectivement, à partir de ce moment-là, il était évident que j'allais pas revisiter une cinématographie, que j'allais pas faire de l'ironie, que j'allais pas faire le malin, en fait. Donc j'ai essayé de travailler complètement sur un autre registre, avec un rapport plus direct au personnage, un rapport plus direct à l'histoire. Et voilà, en essayant de garder un équilibre qui est celui d'un côté le respect de votre thème, de votre histoire et de l'événement que vous essayez de raconter, et de l'autre côté le respect du cinéma aussi, c'est-à-dire ne pas m'empêcher de faire du cinéma et de ne pas m'empêcher de faire un film. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé assez rapidement ces sortes d'itinéraires croisés où le petit garçon marche vers la vie et où le soldat russe marche vers la mort ? Alors en fait, je suis parti une fois que j'avais ce désir de film, et c'était compliqué justement pour moi de m'octroyer la légitimité d'aller sur ce terrain-là. Et en fait, j'ai découvert un film de Fred Zinman qui s'appelle The Search,
dont le film est librement inspiré. Et toute la trajectoire de l'enfant est dans l'original. Il rencontre un soldat américain. Là, j'ai évidemment changé et tout ça. Mais il y avait ce mouvement-là de réhumanisation, de retour à la vie d'un gamin qui, dans l'original, sortait des camps de concentration. Là, j'ai évidemment changé et j'ai effectivement complexifié ou rééquilibré parce que ça me semblait plus complet, en rajoutant une destinée inverse qui est donc la déshumanisation pour le coup d'un soldat qui au départ n'est pas soldat, justement. Au départ c'est un gamin, il a une quinzaine d'années de plus que le petit, mais même pas en fait, il a une dizaine d'années de plus que le petit. Et ils ont, par les miracles du casting, ils ont des visages qui proches. Oui, il y a une rime entre les deux. Et effectivement, très rapidement, j'ai voulu travailler sur ces itinéraires croisés. Ouais. Peut-être que c'est d'ailleurs un rappel, parce que The Artist avait déjà totalement dans une autre dans un autre registre. Mais c'était le trajet d'un acteur qui descendait et d'une actrice qui montait. Donc il y a un petit... d'ailleurs, je me rends compte en le disant d'ailleurs. Mais Bérénice, qu'est-ce qui vous touchait le plus? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce personnage que vous interprétez de jeune femme qui travaille dans l'humanitaire? Ce que je trouvais intéressant avant tout, c'était qu'il ait écrit un personnage qui n'était pas le héros de l'histoire. Souvent dans les films de guerre, les Occidentaux sont ceux qui viennent sauver les autres, sont ceux qui savent, et tout d'un coup ils ont une histoire aussi qui est propre, ou une histoire d'amour, une histoire, il leur arrive toujours quelque chose. Et ce que j'ai aimé dans le scénario, c'est que ce qui est mis en avant tout, ce sont les autres, ce sont ceux qui subissent, les civils. Lui aussi il subit la guerre, le personnage de Maxime. Zoura, Abdul Halim, leurs personnages subissent la guerre, et mon personnage est en fait comme les spectateurs, il observe, il écoute, il entend, il digère, et au bout d'un moment, ce personnage qui n'est pas un héros dans le film, qui n'est pas une héroïne, qui au début on ne sait pas trop qui elle est, petit à petit avec la rencontre du petit garçon va se rendre compte que on ne peut pas arriver dans un pays comme ça et sauver le pays et expliquer comment il faut faire pour sauver le pays. C'est beaucoup plus compliqué finalement, et que peut-être de s'attacher à quelqu'un qui est juste là près de vous et qui vous demande finalement de l'aider, c'est plus important que de vouloir sauver la terre entière. Et c'est ce que j'aimais dans Carole, c'est que finalement elle devient une héroïne du film, une héroïne de cette histoire, parce qu'elle comprend que si parfois il faut voir plus petit pour toucher plus grand. Et donc c'est un personnage qui, à mon sens, qui a une trajectoire très forte. Et voilà. Merci. Première question, mademoiselle. Bonjour, Tatiana Bensa pour W Radio de Colombie. Une question pour Michela Sanavicius. Pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes intéressée à l'histoire de la guerre en Tchétchénie? Pourquoi la guerre en Tchétchénie? Et puis ensuite, est-ce que après The Artist et tous les succès qu'a eu le film, vous avez ressenti à un moment donné, en réalisant ce film, une pression supplémentaire? Ou même là, maintenant, est-ce que vous ressentez un petit peu plus de pression? Alors dans l'ordre... Pourquoi la Tchétchénie? En fait, quand on commence à s'y intéresser, la question ne se pose plus vraiment, en fait. C'est-à-dire que c'est un sujet... ce qui est étonnant, c'est pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, à mon sens. C'est-à-dire que c'est un... je pense que vous avez dans la guerre de Tchétchénie tous les ingrédients de la guerre moderne. C'est-à-dire... C'est un chiffre qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, mais la guerre de 14-18, je crois que c'était 80... pour les morts, c'était 80% de morts militaires, 20% de civils. La seconde guerre, c'était 50-50. Et maintenant, on est plus proche de 80% de civils pour 20% de militaires. C'est-à-dire que la guerre s'est déplacée. Elle pose aussi le problème de l'attitude de la communauté internationale, puisqu'elle s'est déroulée dans une indifférence générale. Et c'est plusieurs centaines de milliers de morts, quand même, dont on parle.
Et elle pose aussi le problème de l'information, puisque l'information a été complètement contrôlée. Et voilà, donc c'était une guerre finalement dont les images ont été contrôlées, dont les images ont été complètement orientées. Et finalement, bon, on s'est tous arrangés avec cette histoire-là. Donc, pourquoi la Tchétchénie ? En fait, je pourrais dérouler comme ça pendant assez longtemps. Comment je m'y suis intéressé ? Il se trouve que j'ai produit et coécrit un documentaire sur le génocide rwandais, et voilà, au cours duquel j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Raphaël Glucksmann et qui est le fils du philosophe André Glucksmann. Et André Glucksmann était un des rares intellectuels français à essayer d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passait en Tchétchénie au moment où ça arrivait. Donc j'ai été sensibilisé peut-être de manière plus proche, humaine, personnelle à cette histoire-là. Voilà. Après, peut-être que pour des raisons personnelles d'une histoire familiale, le fait que des gens se fassent massacrer dans l'indifférence générale me touche, voilà. Mais je pense que ça touche tout le monde. Après, la décision d'en faire un film, elle est possible grâce à The Artist, en fait. C'est-à-dire que en fait, vous avez le droit de faire un film sur la Tchétchénie, et il y en a peut-être eu, mais le problème, c'est quel type de cinéma vous pouvez faire. Et en gros, ça veut dire quel type de budget, à quel type de budget vous avez droit. J'ai eu la chance d'être dans cette situation complètement incongrue, qui est d'avoir fait un film complètement en dehors des règles du marché, à savoir muet, noir et blanc, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ce film se retrouve avec plein de prix et il se retrouve même à gagner de l'argent. Bon, donc j'étais dans cette situation un peu avec l'impression de pouvoir tout faire. Et donc voilà, donc ce film m'a semblé être la bonne chose à faire. Et en ce qui concerne la pression, la chance, c'est que ce film fonctionne. Si j'avais fait The Artist 2, j'aurais ressenti la pression, parce que ce film aurait été comparé au 1. Là, le film fonctionne sur d'autres moteurs. Comment dire, les choses qui m'ont animé sont très, très, très différentes de celles qui m'ont animé sur The Artist. Donc tout ça est peut-être complètement incohérent, et les films n'ont peut-être rien à voir entre eux, mais en fait, c'est moi, quoi, je suis comme ça. Donc... la pression, c'est peut-être aujourd'hui, quoi, mais jusqu'à présent, ça allait. Jusqu'ici, ça va, quoi. Jusqu'ici, tout va bien. Thomas Langman, quelle a été votre réaction quand Michel Hazanavicius vous a parlé de The Search ? Et est-ce que vous êtes prêt à le suivre partout, quel que soit le défi, puisqu'on a le sentiment que vous le suivez d'un défi à l'autre ? Oui, c'est vrai que j'étais vraiment prêt à le suivre. J'étais prêt à le suivre. Moi, je conçois le métier de production, même si d'un film à un autre, d'une relation d'un réalisateur-producteur est à chaque fois différente. Et même à l'intérieur d'une relation avec le même réalisateur, d'un film à un autre, les choses changent. J'ai toujours, avant même The Artist, eu... une admiration et un instinct. J'avais envie de travailler avec Michel depuis très longtemps. Ça s'est concrétisé avec The Artist, qui effectivement était un pari un peu fou. Et sur celui-ci, je crois qu'il a fait pire que Muet, noir et blanc, puisque vous avez vu le film, donc il y a plusieurs langues. Et donc c'était évidemment... pas facile à monter, même si c'était la chose juste à faire, parce que quand on raconte une histoire vraie, forcément, c'est mieux que la réalité se retrouve à travers les langues. Mais le budget et les exigences de Michel sur un sujet effectivement difficile, c'est vrai que le succès de The Artist nous a aidés, et que Michel était déterminé à faire ce film. Et mon rôle, c'est quand il est déterminé à faire un film, c'est de tout faire pour l'aider. Merci. Monsieur ?
Hello, my name is Terje Eidsvåg from Adresseavisen Norway. C'est une question d'un journaliste norvégien. Bien sûr, il y a certaines similitudes avec le film de 1948 de Fred Zimmermann, mais également avec le rôle de Montgomery Clift qui est joué par une femme, mais plus important encore, dans le film américain The Brutal Army is Defeated. Donc la question est la suivante. Monsieur Hazanavicius, que pouvez-vous dire sur l'armée russe? On en veut beaucoup à Poutine. Est-ce que votre film rejoint le cœur des critiques de Poutine? Avec les photos, je n'ai pas bien compris. Le commentaire sur l'armée russe. Sur l'armée, sur Poutine. Donc, que pouvez-vous dire sur l'armée russe à travers ce film? Que voulez-vous dire? Ça va, vous? En gros, j'ai essayé de faire un film où les personnages n'avaient pas de réelle conviction politique. J'ai essayé de faire un film où c'est des êtres humains qui subissent la guerre. Le métier de militaire, enfin, être une armée, c'est le métier de la guerre. Je crois pas avoir fait. J'ai essayé de faire un film qui, effectivement, se passe en Tchétchénie pour toutes les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, mais qui, d'une certaine manière, pourrait se passer dans d'autres endroits du monde. Après, l'armée russe, de ce que j'ai pu en lire, parce que je n'ai pas eu la chance d'y faire un stage, mais de ce que j'ai pu en lire, l'armée russe est une formidable machine à créer des soldats. Elle a un mode de fonctionnement qui est assez dur, qui est assez violent. Et notamment, l'action se passe à la fin 1999. On est donc 10 ans après la chute du mur, à un moment où l'armée russe a été complètement spoliée. Elle est partie, elle était en totale déliquescence encore quelques années avant. Et elle est dans une phase de reconstruction. À l'époque, il y a des mercenaires qui travaillent dans cette armée. Donc voilà, j'ai essayé de me documenter beaucoup et en lisant des livres de journalistes, de gens qui ont enquêté, mais aussi de gens de soldats russes. Notamment, il y a un livre qui s'appelle La couleur de la guerre, écrit par Arkady Babchenko, qui décrit les conditions quotidiennes des soldats. J'ai inventé quelques scènes, quelques séquences, mais je ne crois pas avoir trahi la réalité du quotidien des soldats. Par ailleurs, en Russie, il y a des associations que tout le monde connaît peut-être, notamment de mères de soldats. J'ai pas connaissance d'autres pays au monde où les mères de soldats se sont réunies pour revendiquer plus de justice pour leurs enfants. Donc voilà. Enfin, je résumerai pas tout en une phrase. Enfin, il est évident, je crois que tout le monde le sait, que en Tchétchénie, l'armée russe a fait des massacres. C'est une évidence c'est une réalité historique. Monsieur au fond. Christian Jungen pour NZZ am Sonntag en Suisse. J'aimerais d'abord féliciter toute l'équipe pour ce film courageux, finalement des grandes émotions dans un film en compétition. Et la demande c'est pour Monsieur Hazanavicius. Est-ce que c'était difficile d'obtenir les droits de la présence? Et vous avez dit dans une interview au Film France que le film a été financièrement soutenu par 3 Suisses. Qui sont ces personnages? Soutenu par qui? Par des Suisses. Par 3 Suisses, vous avez dit dans une interview. Moi, j'ai dit ça, moi. Il y avait peut-être une pub pour le catalogue des 3 Suisses. Ça, c'est autre chose. Non, il y a un Suisse. Oui. Les droits
une partie des droits des Anges Marqués appartenait effectivement à une société suisse et l'autre partie des droits à Warner. Donc on a acheté les droits à ces deux entités. Warner, par contre, est extrêmement présent dans le financement du film. Et sinon, le hasard fait effectivement qu'il y a un monsieur qui s'appelle qui s'appelle Monsieur Bouvier et qui est suisse et qui nous a aidés, qui a participé au financement du film. Madame Yves Bouvier, pardon, j'ai pas dit le bon prénom. Yves Bouvier. Madame. Yes. Hi, Barbara Tarricone, Sky Cinema Italy. Question for Mr. Cinéma Italie, une question pour Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius. Au niveau plus personnel, comment avez-vous abordé ce sujet et en quoi ça vous a transformé? Comment avez-vous abordé ce sujet et en quoi est-ce que cela vous a transformé? Est-ce que le sujet t'a fait évoluer? Nous deux? Oui, bon. D'un point de vue personnel. Bon, personnel, on va pas parler du personnel. Ils en ont pas eu d'ailleurs pendant le tournage. Ouais, on a eu très peu de personnel pendant le tournage. Non, mais je connais Michel depuis quelques années maintenant, donc j'étais aussi au courant de ce qui se passait, enfin, avant de connaître Michel en Tchétchénie, mais c'est vrai que j'ai rencontré Raphaël Glucksmann, j'ai rencontré des Tchétchènes aussi à travers Raphaël Glucksmann, donc j'étais au courant de ce qui se passait, j'avais vu aussi les documentaires produits par Michel, donc moi je viens d'un pays qui a connu la dictature, j'ai des parents qui ont fui ce pays pour que ma sœur et moi on ait une vie meilleure et des possibilités, donc c'est des sujets qui me touchent énormément et donc voilà, enfin pour moi c'était magnifique d'avoir le courage de partir sur un sujet comme ça et de pouvoir le faire et d'être là aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Monsieur? Oui. Freddy Friedlander, Ámbito Financiero, Argentina. Je suis compatriote de Bérénice Bejo. Et oui, ma question est plutôt cinéphilique, cinéphile. Moi, j'ai vu le film de 1948 de Cinéman, et j'ai beaucoup aimé. Et je vous demande à tous les deux, surtout à Interancel, parce que c'est lui qui a choisi, comment est-ce que vous êtes vraiment tombé sur ce film qui a 75 années déjà, il est très ancien. Et à Bérénice, si elle a vu le film, probablement oui, et Montgomery Clift. Merci. On a vu le film ensemble. Et on est très cinéphile aussi. Oui. En fait, alors, l'anecdote, c'est que c'est un copain qui est réalisateur, qui s'appelle Nicolas Saada, qui m'a montré ce film, mais parce qu'on se passe des films. Et en fait, je sais pas comment ça opère, mais tout d'un coup, j'ai mis ce film-là en relation avec mon envie de faire un film sur la Tchétchénie. J'ai trouvé que le geste de Zinman, le geste cinématographique, c'est-à-dire un metteur en scène réputé, hollywoodien, qui pourrait faire sa vie à Hollywood, etc., tout d'un coup va parler de gamins jetés comme ça sur les routes et rescapés des camps de concentration. Et je rappelle qu'à l'époque, les camps de concentration ne sont pas l'élément principal de la Seconde Guerre mondiale. On n'en parle pratiquement pas, en fait. Et à travers un mélodrame, certes, mais à travers surtout une approche très humaine, au plus près des personnages, avec une relation humaine, je trouve que Zinman a réussi à raconter des choses sur la guerre. Je trouvais que le procédé fonctionnait, était très bon, et tout d'un coup, effectivement, je l'ai mis en relation. Voilà. Ça a été possible aussi parce qu'il y a une ressortie DVD et qu'il y a des sociétés, en l'occurrence, pour le coup, je pense que c'est la Warner qui a ressorti, qui ressort ses classiques, et voilà.
Bérénice, un mot sur moi, le film. par rapport à Montgomery Clift, heureusement c'est un homme, donc il n'y a aucune comparaison possible. Et voilà, il est extraordinaire, c'est un acteur incroyable. Et il était, je ne sais pas si c'était pas un de ses premiers rôles ou. C'est son premier rôle, voilà. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on parle d'un monstre du cinéma. Voilà. Merci. Madame. Podría haber respondido en español, perdóname. Hello, I'm Catherine Shord from The Guardian. I wondered, The Guardian. congratulations on the film. I wondered, Félicitations pour votre film. who might be watching it, working in the À votre UN avis, or living les in Ukraine personnes qui vivent en Ukraine ou qui travaillent pour les Nations Unies ou qui vivent à Moscou, que penseront-elles de votre film si elles ont la possibilité de le voir? J'espère que le film de Michel sera montré. Je vais le dire en français. C'est étrange de voir que le désir de Michel de raconter cette histoire, hélas, elle se répète plus ou moins différemment, mais tout de même avec des personnes en cause qui sont pas loin d'être les mêmes. Et donc, malheureusement, le film est devenu actuel. Quand Michel a voulu le faire, c'était pas encore le cas au niveau de l'Ukraine. Mais Michel. Des gens en Ukraine, vous savez, tout le monde ne pense pas pareil en Ukraine. Hein. Donc je pense qu'il y a des gens qui seront touchés, j'espère. Après, dans le film, encore une fois, le film est certes politique, mais j'ai essayé qu'il ne soit pas... il n'est pas si partisan que ça, je crois. Enfin, je ne crois pas que ce soit un film qui défende une cause. Voilà, j'ai essayé de faire le film le plus humain possible. C'est avant tout ça qui m'intéresse. J'ai rencontré hier par hasard une femme qui était journaliste, reporter de guerre, Anne Nivat, pour ne pas la nommer, qui a couvert la Tchétchénie, puis l'Irak, puis l'Afghanistan, et qui a été complètement bouleversée par le film, voilà, par ce qu'elle a vu. Et voilà, j'espère que les gens qui connaissent ce genre de situations reconnaîtront des thèmes voilà, qui leur sont chers. Je pense que quand on travaille aux Nations Unies, on doit être, j'espère, frustré par l'impuissance de cette machine qui a été évidemment créée, enfin, pour garantir la paix dans le monde, mais qui malheureusement échoue trop. Donc j'espère que le film les touchera, parce que j'essaye de... Le film ne met pas en cause des personnes physiques, me semble-t-il. Monsieur ? C'est encore une question de cinéphilie. Hugues Daillé, RTBF Belgique, bonjour. On a beaucoup parlé légitimement de Zinman. Moi, dans le parcours du jeune militaire où on voit l'armée qui déshumanise lentement mais sûrement et qui en fait une sorte de machine de guerre, j'ai inévitablement pensé à Full Metal Jacket de Kubrick, dont toute la première heure, c'est la thématique de la première heure. On dit toujours que quand Kubrick s'attaque à un sujet, c'est un peu comme Attila, il n'y a plus personne qui peut le faire après. Est-ce que vous avez pensé à Kubrick? Est-ce que vous avez été un peu intimidé par cette référence-là? Kuki. Oui. Non, mais oui, mais le problème, c'est que... effectivement, le problème, c'est que on peut réfléchir comme ça, mais on n'a plus le droit de filmer des hélicoptères, on n'a plus le droit de filmer le football américain, on n'a plus le droit de filmer des cow-boys, on n'a plus le droit de... on est impressionné, et puis à un moment donné... je crois qu'il faut être insouciant, voire inconscient, voire stupide pour être réalisateur. C'est-à-dire qu'il faut... c'est pas qu'il faut passer outre ça. Évidemment que j'ai pensé à Full Metal Jacket. Et par contre, j'ai évité de le revoir. Voilà, j'avais une histoire à raconter. La thématique est la même, mais j'ai essayé de faire un film qui... voilà... un film qui a un organisme différent. Le film de Kubrick a une structure très particulière, avec
avec un héros qui change pratiquement au milieu du film, et avec effectivement la préparation psychologique pour créer un soldat, et ensuite on va à la guerre. Là, la construction est différente, et l'intérêt du trajet du personnage qui est joué par Maxime réside aussi dans le fait qu'il résonne avec le trajet de celui qui est interprété par Abdul Halim. Voilà. Mais vous pensez bien que je ne vais pas m'amuser à me comparer ou à aller jouer dans la cour de Kubrick. Ça n'aurait aucun sens. Monsieur. Hello. Hello. Jack Morvan, The Times. Une question pour Bérénice Bejo et pour Abdul aussi. Donc deux questions. Il y a une scène dans le film dans laquelle le personnage de Abdul... Vous m'entendez? Vous entendez? Il y a une scène dans ce film où le personnage de Abdul est libéré par la danse. Est-ce que vous trouvez que ça s'est avéré dans la vie réelle, une histoire comme ça, une scène comme cela? Et pour Abdul est le plus jeune du festival ici. Comment est-ce que Abdul, qu'est-ce que Abdul pense de tout cela et à quoi s'attend-il ici? Moi, je vais répondre. Je réponds en français, non? Oui, bien sûr. Je vais voir sa tête. Oui, il parle. Il est très vivant. Il avait envie de danser, oui. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la danse, d'abord la musique, Asa, si je dis une bêtise, tu me le dis, puisque Asa, qui est la traductrice, a été avec nous sur le plateau, et tchétchène, mais j'ai l'impression que la musique fait vraiment partie de votre culture. C'est dans les villages où on a été, ils avaient envie de jouer, ils avaient envie de danser, et je pense que c'est quelque chose qui est ancré en eux, et c'est une façon aussi de s'exprimer. Donc je pense que dans le film, pour comprendre et pour vraiment sentir que ce petit enfant finalement décide de vivre et de continuer d'avancer, d'essayer, de tenter sa chance dans sa vie malgré ce qui est arrivé à sa famille, et de le traduire par la danse, il n'y avait pas plus beau et plus fort. C'est un film qui parle de ça, qui parle de résilience, qui parle de ces enfants, mais de ces personnes aussi qui ont souffert, qui ont vécu des choses dramatiques et qui décident de vivre, qui ont la chance de rencontrer parfois des personnes qui les emmènent avec eux et qui leur disent « Allez, viens, donne-moi ta main, je t'emmène, je vais t'aider ». Et ça, c'est des choses qui existent et qui je trouve magnifiques dans le film à ce moment-là, quand le petit enfant danse et quand le petit enfant parle, quand il raconte sa vie, quand il raconte que ses parents dansaient, qu'il aimait ses parents et qu'il le raconte sans pleurer et qu'il le raconte fièrement et honnêtement. Et c'est des choses, évidemment, Michel s'est beaucoup documenté, a beaucoup lu sur la résilience, et donc c'est des moments qui sont très forts dans le film. C'est un peu le petit garçon. Petit garçon, il avait envie d'être à Cannes, il savait même pas où c'était Cannes, ça l'intéressait pas vraiment, je crois. Est-ce qu'il avait envie d'être à Cannes et qu'on le trouve... Est-ce qu'il est content d'être là? Oui, quand même. Quel est le meilleur souvenir qu'il garde du tournage? Peut-être rapprocher le micro. Faut rapprocher le micro. Quand vous dites une syllabe en tchétchène, ça veut dire... Monsieur? Pardon. Madame. Je ne sais pas. Giovanna Grassi del Corriere della Sera. Pour le metteur en scène, je voulais savoir comment vous êtes arrivé à choisir Annette Bening
Et pour l'actrice, je pense que vous avez parlé beaucoup avec des jeunes de la CCNI, les nouvelles générations, ce qu'ils vous ont dit à propos de la guerre, de leur pays et pour le futur. En ce qui concerne Annette Bening, je voulais justement, un peu dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure sur le film de Fred Zinman, j'aimais vraiment l'idée qu'une actrice hollywoodienne vienne pas anoblir, mais enrichir le film de sa simple présence. Et Annette Bening, c'est une femme de conviction, c'est un couple qu'elle forme avec Warren Beatty, qui sont des gens concernés par la vie de ceux qui les entourent. Et donc, elle incarnait parfaitement cette volonté. Elle a joué le jeu d'une manière assez extraordinaire. Elle est venue simplement, sans... C'était pas du tout la star hollywoodienne qu'on aurait pu... Enfin, elle l'est évidemment, mais je veux dire, elle ne jouait pas à l'être. Elle est venue toute seule, elle était dans une chambre d'hôtel simple. C'était la première fois qu'elle partait aussi longtemps loin de ses enfants. Elle voulait faire ce film, mais elle l'a fait comme n'importe quelle actrice. C'était très très touchant de la voir comme ça. En ce qui concerne Zuhra, avec Hervé Jakubowicz, qui était le directeur de casting, on a fait un casting dans une région de Géorgie qui s'appelle le Pankissi, où il y a des villages tchétchènes. Et donc on a rencontré les jeunes qui parlaient le tchétchène. Et quand j'ai rencontré Zora, elle a déjà ce visage que vous voyez, elle ne comprend pas ce que je dis, donc je peux dire ce que je veux, mais elle a ce visage très fort, elle a une violence, je trouve, intérieure qui m'intéressait. Et en fait, elle m'a dit, quand j'ai commencé un peu à parler avec elle, elle n'était pas encore choisie, il y avait plusieurs jeunes filles, mais elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Je lui ai demandé si ça l'amuserait d'être actrice. Elle m'a regardé, elle m'a dit non, ça m'amuse pas du tout, mais je pense que ce film doit être fait. Quelqu'un doit le faire, et ce sera très dur, mais je veux le faire. Et en fait, elle ne s'est pas trompée. C'est-à-dire que ça a été effectivement très dur. Ça a été parfois assez violent pour elle, parce que cette histoire est très présente pour eux. Et voilà, elle a réveillé des choses. Elle a fait un travail d'actrice qui a perturber la jeune fille qu'elle était avant que cette histoire de film arrive dans son village, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'elle peut répondre mieux que moi. Oui, on peut poser une question à Zuhra pour lui demander quel était le plus difficile à accomplir pour elle sur ce tournage. Un peu difficile. Qu'est-ce qui l'a le plus surpris dans toute l'aventure du film? Oui, Marie, elle va parler en géorgien. Vas-y. C'était difficile de travailler avec le réalisateur de telle ampleur. Pourquoi ça? Et quel est votre meilleur souvenir? Tout. Et puisqu'on y est, on peut poser la même question à Maxime. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour lui? Et quel est son meilleur souvenir aussi? Le meilleur souvenir, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de bien. Et le plus difficile, c'était de maigrir. Il y avait beaucoup de choses à faire. Madame? Oui. Neptune Ingwersen, le News à Genève. Je voudrais vous remercier beaucoup pour un grand film, très émouvant et très important. Merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé ce merveilleux petit gars et aussi Maxime?
Alors, les acteurs... En fait, dans le film, au niveau du casting, il y a 2 actrices voilà, que vous connaissez, Bérénice et Annette Bening, ça c'est une chose. Il y a les acteurs tchétchènes qui n'étaient pas acteurs, qui sont des non-professionnels. Et comment on les a trouvés? On a fait les quelques villages dont Hervé, donc le directeur de casting, a été dans ces villages-là dont je vous ai parlé, une dizaine de villages. Et il a rencontré tout le monde, il a expliqué le projet, ça a été un long processus. Il a rencontré les gens, il a organisé des castings, etc. Puis finalement, on a essayé de prendre des gens qui étaient au plus proche des personnages, comme on fait quand on veut travailler avec des non-professionnels. Il y a eu à un moment donné une espèce d'adhésion au projet, notamment le grand-père de Zoura, qui a une place un peu importante dans la communauté, qui est venu me voir à un moment et qui m'a demandé de lui raconter l'histoire. Et je lui ai raconté, en gros, il a adoubé le projet. Et il nous a dit que le projet avait sa bienveillance. Donc voilà. En ce qui concerne les Russes, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a cherché des acteurs qui parlaient russe et on a trouvé. Donc dans le film, il y a des acteurs ukrainiens et des acteurs moscovites russes. Donc voilà. Et quand j'ai été extrêmement impressionné quand on a été faire le casting à Moscou par le niveau général de ces acteurs qui sont... il a 22 ans, 23 ans. C'est des gamins. Et il y a une école de jeu qui est fabuleuse, vraiment. C'est-à-dire que vous voyez, on a vu une quarantaine de jeunes acteurs. Et il n'y a... Hein? Ah, il y a beaucoup de cholestérol. Il n'y a pas du tout il n'y a pas de déchets, si vous voulez. Les 40 acteurs étaient extrêmement bons. Et Maxime, dans cette excellence, était encore au-dessus du lot. Voilà. Et donc tout d'un coup, j'ai vu un acteur que j'ai trouvé absolument incroyable. Voilà. Donc on lui a sauté dessus, évidemment. Je bénis tous les jours ce choix que nous avons fait. Et le travail au quotidien avec un acteur comme ça qui est aussi discipliné, aussi talentueux, aussi travailleur, c'est vraiment c'est une bénédiction. Et les autres acteurs qui l'entourent, les autres soldats qui sont autour de lui, etc., j'ai pris un plaisir dingue à travailler avec eux. Et comment on les a trouvés? Par un casting relativement traditionnel. Monsieur 1, 2, 3, 4. Jean Rimbaud, bonjour, l'émission Cinéma des TV régionales françaises. Je voulais demander aux 2 jeunes comédiens, dans la continuité de ce qui vient de se dire, quel était leur point de vue du fait, et de leur point de vue personnel et celui de leur famille, du fait de participer à un tel film avec un sujet aussi fort, au sujet d'un conflit qui est à peine refermé, hein, s'il l'est. Faut que tu traduises en fait. Ça, c'était un peu le tournage, quoi. On prenait des plombes pour une information, tout le monde traduisait tout le monde. Et il a compris. Et maintenant, Maxime. У него поточнее бы еще. Plus précisément, vous pouvez redire votre question? Ah, ça, tu peux lui traduire à Maxime. Мое отношение к сценарию? К чему? Это моя работа. It's my job. C'est ma passion. C'est une blague que nous... Il disait tout le temps ça. Il n'a pas envie d'être amené sur la question politique. Enfin, je crois que c'est clair. Et il est acteur, quoi. Il s'est plongé dans le personnage. Je dis pas de bêtises.
Oui. Oui. Mais- politique, on explique acteur. J'adore ce que tu fais. Ouais, je veux que parler de ça, quoi. On voit qu'il connaît les phrases essentielles. On l'a briefé pour le Festival de Cannes. Mais franchement, quand moi j'ai découvert le film pour la première fois, et même les premières images et les premiers rushs, je pense qu'il fera une magnifique carrière. Il m'a fait une impression, comme quand j'avais vu Bad Boys avec Sean Penn. Je trouve qu'il a vraiment un charisme extraordinaire. D'accord. Dernière question, madame. Hello, my name is Andrea for W Radio. My Bonjour. W Radio. Si no te importa, te la voy a hacer en español. ¿Cuál es el mensaje que te queda después de realizar esta película? Y si crees que hay indiferencia en estos organismos internacionales ante tanta violencia y los conflictos que se viven hoy en día. Tu nous traduis. Vous avez compris, vous? Non. Alors, elle était longue sa question. Moi, je suis pas traductrice, donc je me souviens plus déjà. ¿Quieres saber lo que pienso de la? ¿Cuál es el mensaje que te queda después de realizar esta película? Le message après avoir, enfin, le message que je voudrais transmettre après avoir fait ce film. Écoutez, c'est toujours délicat quand on fait un film comme ça avec une portée un petit peu, enfin, qui raconte quelque chose d'historique. Moi, j'ai envie de dire comme Maxime, je suis actrice et je suis fière d'être dans un film qui parle d'un conflit qui est récent, qui est tout proche de nous. Il y en a énormément autour de nous encore aujourd'hui. Donc, je suis fière d'être dans un film comme ça pour pouvoir, disons, à une petite échelle, pouvoir en parler et j'espère que les gens vont aller voir le film. Maintenant, j'ai pas de message pour la... Enfin, j'ai pas de leçon à donner à personne. Moi, oui. Bien, ben, merci beaucoup et bonne projection ce soir. Merci beaucoup. Pour la présentation officielle. Merci à tous.